Dans ce chapitre, nous allons voir ce qu'est la tension superficielle, quelles sont ses applications et son utilité en biologie. Dans un premier temps, je vais définir la notion d'interface et la tension superficielle, mais surtout énoncer les forces qui interviennent dans cette énergie de surface. Ensuite, nous étudierons la loi de Laplace, la mouillabilité. Et enfin, je vous détaillerai brièvement les principales applications courantes de la tension superficielle que vous devez connaître. La tension superficielle est une force qui existe lors de la création d'une interface qui sépare deux milieux différents, comme vous pouvez le voir sur la photo devant vous. Elle existe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'interface. Cette force explique de nombreux phénomènes tels que le fait qu'une aiguille puisse flotter sur la surface de l'eau, qu'une pièce de monnaie puisse flotter également, que certains insectes peuvent marcher sur l'eau ou que des gouttes d'eau ne puissent s'étaler sur la surface d'une vitre, par exemple. Alors l'exemple classique qu'on rencontre un étudiant lors des travaux pratiques, c'est le pipetage de solution aqueuse dans une pipette en verre. Un tube de verre de faible diamètre, 2R, est plongé par exemple dans de l'eau. Le ménix qui se forme est concave quand c'est de l'eau. Il fait un angle θ avec la surface du tube. Le poids de la colonne de liquide dans le tube que l'on aspire est égal à mg. Elle est égale à pi 3/14 que multiplie le rayon au carré, que multiplie la masse volumique du liquide, que multiplie G, la force gravitationnelle, et H, la hauteur du liquide dans l'eau. Donc ce poids de la colonne est équilibré par une force issue de la tension superficielle, grand F. Cette force est égale à 2πr cosinus θ. Si on veut aspirer, on favorise F par rapport à P. Si vous voulez que le liquide monte dans le capillaire, monte dans la pipette en verre. L'interface. L'interface est une surface de contact entre les deux milieux différents, généralement c'est de l'air et de l'eau. La création d'une interface entre ces deux milieux est toujours accompagnée par une consommation d'énergie. Cette énergie de surface est égale à l'air de la surface, R de la surface multiplié par une quantité appelée tension de surface ou encore tension superficielle, gamma. L'énergie de surface, ES, s'exprime en joules par mètre carré. Gamma peut s'exprimer comme une force par unité de longueur, en newton par mètre. On note donc l'énergie de surface, ES, égale gamma fois S. La hauteur de la colonne d'eau que l'on aspire est égale à 2 gamma, gamma étant la tension de surface, 2 gamma cosinus θ sur ρ, la masse volumique du liquide, que multiplie R, que multiplie G, la force gravitationnelle. Donc il y a une relation directe entre la hauteur et la tension de surface. Voici quelques exemples de tension superficielle. L'eau, c'est 73 10-3 newtons par mètre. Le mercure, étant un métal sous forme liquide, est de 480 10-3 newtons par mètre. Mais le mercure, lui, dans un tube, forme un ménisque plutôt convexe. La glycérine, 63, le chlore, 34,
l'éthanol 22 10-3 et l'azote 9 10-3 newtons par mètre de tension superficielle. Alors, pour mieux comprendre cette énergie de surface, vous savez que dans un liquide, les molécules exercent entre elles des forces d'attraction ou de répulsion. Les principales forces dans un liquide, ce sont les forces de van der Waals et les forces électrostatiques. Chaque molécule d'eau subit l'attraction de ses voisines proches. La résultante de ces forces est nulle à l'intérieur d'un liquide. Mais à la surface, ces forces ne s'annulent pas. En effet, les molécules d'eau situées à la surface d'un liquide n'attirent pas l'air. La résultante air à la surface est donc dirigée vers le bas. Ces forces sont équilibrées par les forces de pression qui entraînent les molécules sur chaque côté de l'interface. Ces forces intermoléculaires sont à l'origine de l'énergie de surface, ES. Dans le cas où l'interface est courbée, convexe ou concave en fonction de la nature du liquide, il y a une différence de pression entre les pressions des différents milieux. Par exemple, dans un tube à essai, si une interface courbée se forme après avoir rajouté de l'eau, alors la pression de l'eau sera différente de celle de l'air, c'est-à-dire la pression atmosphérique. Par observation de la courbe du ménisque de l'interface, on peut intuitivement déduire laquelle des deux pressions est la plus élevée que l'autre, ou le contraire. En effet, en reprenant notre exemple de l'eau, si l'eau a une interface bombée vers le haut, alors la pression de l'eau est plus élevée que la pression atmosphérique. Au contraire, si l'eau a une interface courbée vers le bas, comme une selle de cheval, alors ce sera la pression atmosphérique qui sera la plus élevée. La loi de Laplace établit une relation entre la différence de pression et la tension superficielle. Delta P égale P1 moins P2 égale 2 gamma sur R. Gamma étant la tension superficielle du liquide, R le rayon du tube à essai ou de la pipette ou du tube capillaire que vous utilisez, P1 la pression du côté concave du ménisque et P2 la pression du côté convexe du ménisque. La mouillabilité permet de décrire comment un liquide arrive à s'étaler en présence d'un autre liquide sur un solide. L'étalement du liquide dépend des milieux où se situe le solide. Un liquide posé sur un solide forme un angle qui varie selon l'étalement. L'angle de contact entre le liquide et le solide se nomme l'angle de mouillage. Cet angle de mouillage dépend de la tension superficielle. En effet, une variation de la tension superficielle d'un liquide joue sur son étalement. L'angle peut varier entre 90 à 180 degrés. Le liquide est hydrophobe, c'est-à-dire que le liquide ne mouille pas. Entre 90 et 180 degrés, le liquide ne mouille pas. Si l'angle de contact mesure entre 10 à 90 degrés, alors le liquide peut être dit hydrophile, ce sera donc un liquide mouillant. Donc, retenez bien que l'on peut trouver la tension superficielle d'un liquide en connaissant simplement la différence de pression et le rayon du récipient. La notion de tension superficielle gamma met en jeu une force dite force capillaire. La capillarité est l'étude des interfaces entre deux liquides non miscibles ou entre un liquide et l'air. Elle est présente dans de nombreuses situations de tous les jours. Un liquide soumis aux seules forces de l'apesanteur, c'est-à-dire à son poids, arriverait dans le tube à la même hauteur que celle dans le récipient qui le contient. Or, on observe
un ménisque, qu'il soit concave ou convexe. On a vu que ces phénomènes s'expliquent par l'action d'autres forces que celles de la pesanteur, les forces d'origine moléculaire. Les attractions entre molécules de la même espèce à l'état liquide, comme par exemple les attractions OO dues aux liaisons hydrogènes, s'appellent des forces de cohésion. L'attraction entre les molécules d'espèces différentes, comme celle qui a lieu entre un liquide et une phase solide, telle une paroi de capillaire par exemple, ou la surface d'une feuille, s'appelle des forces d'adhésion. Lorsque les forces impliquées dans l'adhésion liquide-paroi sont importantes comparées à celles en jeu dans la cohésion entre les molécules du liquide, le liquide est dit mouillant, ceci on l'a vu, et une colonne d'eau plus ou moins grande remonte le long des parois. Donc une colonne d'eau de hauteur h remonte dans les parois dans ce cas-là. À l'opposé, quand les forces de cohésion à l'intérieur d'un liquide sont grandes devant les forces d'adhésion entre le liquide et la paroi, le liquide est dit non mouillant et l'interface liquide-paroi est à un niveau inférieur à celui du liquide loin de la paroi. C'est par exemple ce qui se passe avec le mercure, Hg. La force mise en jeu est dénommée force capillaire. Alors donc vous voyez l'importance de la notion superficielle, la notion de tension superficielle gamma, le remonte aussi le long des fibres d'une feuille de papier trempée dans un verre d'eau, un morceau de sucre dans du café ou de la sève dans les plantes. Il peut donc y avoir ascension de l'eau malgré les forces de gravité. Tous les liquides ne s'écoulent pas de la même manière. Si vous observez l'eau d'un fleuve, par exemple, vous pouvez voir que son écoulement est en permanence le siège de multiples tourbillons. Au contraire, l'huile qui s'écoule en dehors d'une bouteille ne tourbillonne pas du tout. Quand l'écoulement d'un liquide est le siège de multiples tourbillons, on dit que cet écoulement est turbulent. Au contraire, si l'écoulement semble se faire de manière bien parallèle, on parle d'écoulement laminaire. Les écoulements turbulents se repèrent particulièrement au voisinage d'obstacles. Par exemple, un rétrécissement d'un vaisseau sanguin ou bien un caillot de sang. Dans un écoulement turbulent, les petites perturbations donnent naissance à des tourbillons. Au contraire, dans un écoulement laminaire, les petites perturbations disparaissent rapidement et l'écoulement reprend son cours normal, son cours tranquille. Alors, comment savoir si, à l'avance, si un écoulement va être le siège de turbulence? Eh bien, cela dépend principalement de la viscosité du liquide. La viscosité agit comme un frottement qui va freiner les perturbations et empêcher les tourbillons d'apparaître. Le nombre de Reynolds est un nombre qui va donner une idée sur les caractéristiques de l'écoulement. Ce nombre de Reynolds est non dimensionnel, donc sans unité. Il combine trois caractéristiques importantes de l'écoulement du fluide: la vitesse, la densité et la viscosité. Un nombre de Reynolds inférieur à 2300 ou moins indique un écoulement en régime laminaire, tandis qu'un nombre de Reynolds supérieur à 3000 ou plus indique un écoulement turbulent. Le nombre de Reynolds est défini soit en fonction de la viscosité cinématique, RE, nombre de Reynolds égal à 1000 fois V que multiplie D, le tout sur mu, qui est la viscosité cinématique de l'eau, en millimètres carrés par seconde, soit en fonction de la viscosité dynamique. RE est égal à ρ, que multiplie V, vitesse d'écoulement en mètres par seconde, que multiplie D, diamètre du conduit, le tout divisé par mu,
viscosité dynamique en pascal seconde ou en kilogramme par mètre moins 1 seconde moins 1. Dans ce chapitre, nous avons vu que la tension superficielle est créée lors de la formation d'une interface entre deux milieux différents. Nous avons vu aussi que la loi de Laplace permet de calculer cette tension avec la pression atmosphérique et la pression de l'eau. Et enfin, nous avons vu les principales applications de la tension superficielle, par exemple la capillarité. Il faut savoir que ces notions de tension de surface sont fondamentales pour notre survie. La circulation sanguine en est un parfait exemple, mais la respiration aussi. Sachez que sans la tension superficielle aux interfaces, sang et air dans nos poumons, nous ne pourrions pas respirer. Nous verrons cela ensemble plus en détail en SV5 dans le cours de la respiration, dans le module des grandes fonctions.